Bonjour et bienvenue sur Medscape. Je suis Walid Amara et j'ai l'énorme plaisir de recevoir aujourd'hui professeur Estelle Grangebach, qui est professeure de cardiologie, qui est rythmologue, spécialisée également en cardiogénétique, et qui est actuellement la présidente du groupe de rythmologie de la Société française de cardiologie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des congrès européens, et notamment le congrès européen de rythmologie qui s'appelle ERA. On va essayer sur ces courtes 10 minutes de un peu nous vous transmettre nos coups de cœur. Merci Estelle d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup Walid de l'invitation. Alors le rythmologue, déjà on va commencer par le rythmologue, mais si vous n'êtes pas rythmologue, vraiment restez sur les 2 dernières études, mais vont vous intéresser pour votre pratique, et il ne faudra surtout pas les rater. Alors je veux peut-être commencer par l'univers des rythmologues, on ne parle que d'électroporation. Alors finalement, il y a eu plusieurs études sur l'électroporation. Quels sont les messages clés qu'on peut tirer de ces études, de ce qu'on a vu à ERA? Alors effectivement, à Walid, il y a eu quand même pas mal d'études et de nouveautés qui ont été sur l'électroporation, qui ont été présentées à l'ERA. Comme tu sais, comme vous le savez, l'électroporation, c'est la nouvelle énergie pour faire l'ablation de fibrillation atriale. C'est une énergie qu'on utilise tous en tant que rythmologue de plus en plus, mais il manque quand même, jusqu'à maintenant, quand même un certain nombre de données pour valider ces technologies sur des études randomisées. Et il y a eu 3 études qui ont été présentées à l'ERA qui montrent dans la fibrillation atriale paroxystique, mais aussi persistante, globalement la même chose. C'est-à-dire que en termes d'efficacité, on est sur une non-infériorité vis-à-vis des technologies thermiques, que ce soit la radiofréquence ou la cryoablation, donc avec un taux d'efficacité et de succès qui est globalement similaire. Une meilleure efficience, puisqu'on est sur des temps de procédure qui sont quand même plus courts, et ça a été vraiment montré sur toutes les études. Et puis une tendance aussi à moins de complications. Alors les études, elles n'étaient pas designées vraiment pour voir la safety, mais quand même, on voit sur les chiffres quand même une tendance à un peu moins de complications, en particulier sur les atteintes du nerf phrénique, par exemple. C'est vrai que c'est très rassurant, et notamment moi ce que j'aime bien dans toutes ces études-là, c'est qu'on a l'impression qu'il y a ce message globalement sur une FA paroxystique, on n'est pas loin des 80% d'efficacité à peu près sur des données cliniques uniquement sur les Holters, et qu'on a un taux de complications sérieuses proche des 1%. C'est-à-dire que même pour le patient, quand on lui explique, en termes d'efficacité et de risque, c'est beaucoup plus facile à expliquer. Et la FA persistante, il y avait des choses? Alors oui, il y avait une session entière sur la fibrillation artérielle persistante. Alors bon, je dis pas que les choses sont plus simples dans la paroxystique, mais quand même, on sait que dans la persistante, c'est des FA qu'on sait un petit peu moins comment prendre en charge. Par exemple, l'ablation, à l'heure actuelle, en termes de stratégie, en première intention, dans les dernières recommandations, ce n'est qu'une recommandation de classe 2B. Normalement, on est censé plutôt proposer en première intention des médicaments. Et donc, il y a une étude quand même très intéressante qui a été montrée, c'est une étude chinoise, randomisée, un grand nombre de centres, qui a en fait étudié 2 stratégies. La première, chez des fibrillations atriales persistantes symptomatiques, mais avec un premier épisode. Et donc, ils ont comparé, d'une part, le traitement antiarythmique de première intention, ce qui est plutôt la recommandation européenne, et d'autre part, une ablation de première intention. Et là, les résultats, ils sont sans appel. C'est l'ablation qui gagne de manière importante. Il y a beaucoup, beaucoup moins de récidives de fibrillation atriale persistante avec la stratégie d'ablation versus la stratégie des traitements antiarythmiques. Donc, est-ce que cette étude va permettre de faire évoluer les recommandations pour le traitement des fibrillations atriales persistantes en proposant, en tout cas, en faisant évoluer les recommandations plutôt vers l'ablation de première intention plutôt que les médicaments? Il faut attendre les prochaines recommandations européennes, mais en tout cas, c'est une étude vraiment importante sur comment il faut prendre en charge ces patients-là, pour lesquels on n'avait pas quand même beaucoup de données jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'on prend en compte aussi le terrain, plus le patient est jeune, plus moins on a envie de donner des médicaments, des antiarythmiques. C'est vrai que quand vous êtes jeune et que vous avez fait une FA plutôt mal tolérée, ou que vous êtes retrouvé hospitalisé aux soins intensifs, vous n'avez pas envie de récidiver, votre médecin n'a pas envie que vous soyez réhospitalisé en urgence au cours de futures vacances. Ça pousse plutôt à proposer l'ablation, et c'est vrai que c'est bien d'avoir des données scientifiques à ce sujet-là. Tout à fait. Alors, le rythmologue, il ne parle pas que d'ablation, il parle aussi de médicaments, et il y a des vieux médicaments que vous connaissez tous qui s'appelle la flécaïnide,
Et cette flécaïnide, finalement, euh, classiquement est contre-indiquée, on va dire, suite à très vieille étude dans la cardiopathie ischémique, dans l'assurance cardiaque. Et là, il y a une étude qui s'est intéressée à ce médicament dans une catégorie, on va dire, de patients coronariens avec des dysfonctions ventriculaires gauche, mais pas sévères, pas en dessous de 35%. C'est bien ça? Exactement, je pense que moi, si je devais retenir une seule étude de ce congrès ERA, c'est vraiment cette étude sur la flécaïne. Il faut savoir que des études sur l'utilisation de la flécaïne dans les cardiopathies, on en a très peu. Et là, c'est une étude randomisée alors c'est pour la flécaïne IV, pour la cardioversion Mhm. médicamenteuse de la fibrillation atriale, donc dans un contexte hospitalier. Donc c'est assez particulier quand même. Et donc ils ont inclus des patients coronariens avec une cardiopathie ischémique stable, Mhm. avec une fraction d'éjection de plus de 35%. Et ils ont comparé la stratégie de cardioversion par l'amiodarone et la stratégie par la flécaïne IV. Et là, les résultats, ils sont extrêmement clairs. Plus d'efficacité de la flécaïne IV, une diminution de la durée d'hospitalisation et pas d'effet pro-arythmique. C'est une étude, je pense, qui est extrêmement importante parce que depuis l'étude CAST, qui date quand même de 1982, donc je dirais plus de 40 ans, où il y avait effectivement chez les patients qui avaient un infarctus une fraction d'éjection basse à moins de 35%, et on avait comparé la flécaïne versus le traitement médical chez ces patients-là, on avait vu une surmortalité de la flécaïne. Et donc, depuis, il y a eu une contre-indication d'utilisation de la flécaïne chez les patients qui ont une cardiopathie tout venant. Et donc, cette étude montre, en tout cas, dans le contexte aigu, qu'on peut a priori utiliser la flécaïne de manière relativement safe. Donc, c'est quand même un message important pour tous les collègues qui prennent en charge ces fibrillations atriales dans un contexte aigu, que ce soit dans tous les services d'hospitalisation. A priori, on peut utiliser la flécaïne de manière relativement sécuritaire avec une très bonne efficacité. Pour l'utiliser au bloc opératoire pour les patients qui passent en arythmie, c'est vrai que c'est un des médicaments qui permet d'aller le plus vite pour remettre le patient en rythme sinusal. Ce qui nous manque, c'est finalement la sécurité au long cours de l'utilisation. Je ne sais pas si on aura un jour cette étude, ça ne pourra être qu'une étude académique. Et que c'est vrai que dans le niveau antiarythmique, on reste relativement pauvre, on a peu de médicaments, on n'a pas de nouveautés. Et voilà, et donc c'est pour ça que heureusement qu'il y a des méthodes ablatives, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de patients qui ne peuvent pas être ablatés, qui ont déjà été ablatés et qui ont besoin de médicaments. Bon, Exactement, et je pense qu'on a besoin, je suis tout à fait d'accord avec toi, de faire plus d'études oui. sur ces médicaments parce qu'effectivement, il y a des patients, c'est des bons candidats à l'ablation, mais on est d'accord, il y a des patients qui ne sont pas des bons candidats ou chez lesquels l'ablation ne fonctionne pas. Et donc, c'est quand même bien de pouvoir montrer qu'il y a des alternatives à l'amiodarone quand même. Bah, Estelle, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir Merci. suivis et à très bientôt sur Medscape.